Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette 4e vidéo sur la borréliose, neuroborréliose, maladie de Lyme, une maladie transmise par les tiques. Aujourd'hui, une vidéo sur la stratégie de soins à adopter. Sachez d'emblée que cette vidéo ne remplace ni une consultation, ni un bon suivi par ses thérapeutes. Cette maladie est dans une situation particulière puisqu'elle est relativement émergente, surtout dans sa situation épidémiologique actuelle, c'est-à-dire que c'est explosif dans la population. Également parce que en ce moment, la médecine a de la peine à intégrer encore cette maladie. Certains médecins la considèrent tout à fait, la soignent tout à fait bien, mais les milieux politiques et économiques s'y opposent encore passablement. Et surtout, c'est une maladie qui nécessite une très importante collaboration entre médecine naturelle et médecine occidentale moderne. La médecine naturelle a, étonnamment pour une maladie grave peut-être, beaucoup d'efficacité à apporter. Par contre, la médecine occidentale moderne est indispensable aussi, de par ses capacités antibiotiques, mais aussi de par rapport à ses qualités diagnostiques. Donc il est très important d'utiliser les deux outils. Et le milieu naturopathique et de médecine naturelle ne doit pas se plaindre que la médecine occidentale moderne ne collabore pas avec elle si ce milieu ne collabore pas avec la médecine occidentale moderne. Donc très important. Bien, parlons donc de cette stratégie de soins. La stratégie de soins va dépendre intimement de deux paramètres fondamentaux. De la durée de la piqûre de la tique et de la durée depuis que la piqûre de tique a eu lieu. Donc ce seront des paramètres temporels. On va pouvoir diviser en 4 la stratégie. Premièrement, si la tique a mordu pendant 2-3 heures et que la morsure a été propre, il y a très peu d'interventions à faire. Nous en avons d'ailleurs déjà parlé dans une des vidéos précédentes. Si la tique a mordu plus longtemps, c'est-à-dire une demi-journée, et qu'en plus la morsure a été entre guillemets sale, c'est-à-dire que la tique a été frottée, que la tique a été brûlée, écrasée, ou surtout qu'on a essayé de la noyer pendant qu'on l'enlevait, elle recrache beaucoup de bactéries et on se retrouve dans une situation très différente. Troisième situation, on se retrouve 2 à 3 semaines après une morsure de tique et la maladie a été transmise. Quatrième situation, on se retrouve face à une maladie chronique. Ça fait 1, 2, 3 ans que la maladie est installée. Voilà nos 4 situations que nous allons voir les unes après les autres. Donc première situation, une tique a été là pendant 2-3 heures et elle a été enlevée proprement, elle n'a pas été écrasée, noyée, saoulée, etc. Là, il y a très peu de chances d'attraper une borréliose. En effet, les bactéries sont dans l'estomac, enfin dans le système digestif de la tique, donc il y a peu de chances qu'elles soient sorties, on vient d'en parler dans l'autre vidéo. À ce moment, il faut juste appliquer quelques gouttes d'huile essentielle, une goutte d'huile essentielle pure et directement sur le lieu de la piqûre, 5 à 10 fois par jour pendant 1 ou 2 jours. C'est surtout en fait par rapport aux différentes infections locales que peut apporter la tique. Là, il s'agit d'utiliser des huiles essentielles qui ne seront pas dermocaustiques et pas photosensibilisantes par rapport à l'aspect cutané. Il s'agit d'utiliser des huiles essentielles qui sont sans contre-indication, donc ni toxiques, ni utérotoniques, etc., pour pouvoir les utiliser pures chez tout le monde. Maintenant, la deuxième situation. La tique a mordu pendant une demi-journée ou plus, ou bien elle a été écrasée ou saoulée, noyée pendant qu'on cherchait à l'enlever. Là, il y a un risque important que la tique ait apporté des bactéries de la classe des Borrelia à l'intérieur du corps. À ce moment-là, très franchement, moi, je pousse mes patients à faire une antibiothérapie et si ça m'arrive à moi aussi, j'en fais une, il n'y a pas photo. Cette maladie apporte des symptômes qui sont horribles à vivre. Et l'antibiothérapie, à ce moment-là, est très courte. Il y a différentes stratégies médicales qui sont bonnes. On peut faire une antibiothérapie par oral ou une antibiothérapie par injection. Par injection, on va éviter, ou en tout cas largement diminuer, le nombre d'effets secondaires au niveau du tube digestif et de la flore intestinale. Il existe à ce moment-là encore 2 stratégies. Une injection le premier jour et basta, ou une injection le premier jour et une injection le lendemain.
il semblerait que ce soit vraiment la stratégie à adopter. Donc, une simple injection et on diminue énormément les chances d'attraper la maladie. Je ne sais pas le pourcentage exact, mais entre 95 et 99% d'éradication de la maladie à ce moment-là. C'est vraiment efficace. Avec ça, on peut mettre des huiles essentielles anti-infectieuses, des anti-infectieuses fortes sous les pieds, d'autres anti-infectieuses sur la peau pendant 2-3 jours également. Ça pour booster l'effet antibactérien. Troisième cas de figure. La tique a mordu, la maladie a été transmise, on est en général à 2-3 semaines après la morsure. La morsure a infecté et on le sait parce qu'il y a différents symptômes, parce qu'il y a des résultats de laboratoire ou parce qu'il y a un érythème migrant. Cet érythème migrant, c'est une tache rouge qui se développe là où la tique a piqué et parfois ailleurs, qui est une tache rouge qui grossit et qui souvent devient claire en son centre de nouveau. Ce signe est un signe qu'on appelle pathognomique, c'est-à-dire qu'il signe de façon inéluctable que la maladie a été attrapée. Quand cela a lieu, et cela n'a malheureusement pas lieu chez tout le monde, et 50 à 70 voire 80% des patients développent cet érythème, d'autres ne l'ont pas. Mais à ce moment-là, on a les autres symptômes et puis les résultats de laboratoire. Quand la maladie est acquise et qu'on est vraiment à quelques semaines après la piqûre, on peut faire une antibiothérapie efficace qui peut très probablement éradiquer la maladie. Et c'est une très bonne chose. Par contre, cette antibiothérapie, pour être sûre à tous les coups, ne doit pas forcément faire 2-3 semaines comme il est souvent recommandé, et qui suffit parfois heureusement, mais pour être efficace à tous les coups, doit couvrir une période reproductive entière de la bactérie. On avait discuté dans une vidéo de cette bactérie qui se cache et qui sort tous les 3 mois et demi, 4 mois pour se reproduire. Donc on a besoin d'une antibiothérapie qui dure 5 à 6 mois. Là, l'antibiothérapie est extrêmement efficace parce qu'il s'agit d'un tout début de maladie. Donc c'est quelque chose de lourd à vivre, c'est quelque chose d'important comme traitement, mais il est à faire. Et on peut l'accompagner avec des huiles essentielles anti-infectieuses de 2 classes différentes. Des huiles essentielles anti-infectieuses à cinamaldéhyde ou à phénol par exemple, que l'on va appliquer sous la plante des pieds parce qu'elles seront très dermocaustiques, mais on peut les appliquer à faible dose et elles seront efficaces à faible dose. Et on doit également appliquer des huiles essentielles qui sont là, des huiles essentielles par exemple à alcool monoterpénique à large quantité sur la peau. Ces huiles essentielles-là, on va les suivre et les choisir attentivement. Et pour ça, j'ai un livre qui est disponible sur mon site internet et qui est d'ailleurs gratuit sous format PDF à votre disposition. Le 4e cas de figure possible est une maladie de Lyme chronique. À ce moment-là, la maladie est acquise et une première antibiothérapie a soit échoué, soit n'a pas été faite. On est souvent à 2-3 ans après la morsure. Maintenant, on ne parle pas de guérison lors de Lyme chronique. On parle de rémission, on parle de diminution de symptômes, on parle de stabilisation de symptômes. Mais les traitements sont parfois vraiment efficaces. On arrive à revenir en arrière de situations qui sont très difficiles à vivre et très désagréables pour les patients jusqu'à une vie qui est vraiment belle. Parfois, il s'agit juste de stabiliser, mais au moins on arrête l'évolution de la maladie. Le traitement ici sera un traitement très lourd. Déjà, il y a des antibiothérapies chimiques importantes et longues. Ces antibiothérapies doivent couvrir 5 à 6 mois parce qu'elles doivent couvrir les cycles reproductifs de la bactérie. En plus, selon les médecins, il y a une tendance à répéter cette antibiothérapie soit tous les ans, soit tous les 2-3 ans. À côté de cela, il faut une antibiothérapie aromatique. Cette antibiothérapie aromatique est essentielle. On pourra couvrir toutes les parties de traitement entre les antibiothérapies chimiques. Parfois, on en donne également pendant l'antibiothérapie chimique, mais cela est plus rare. En général, je couvre dès la fin de l'antibiothérapie chimique jusqu'à ce qu'elle soit recommencée 1, 2, 3 ans plus tard. La stratégie aromatique est très importante. Il faut couvrir avec des dosages massifs d'huile essentielle et des dosages
d'huile essentielle qui seront données pendant un très long terme. Donc cela implique une très bonne connaissance de ces huiles et une très bonne capacité de suivi de son patient. Ce qui veut dire que cette partie de la vidéo s'adresse, c'est vrai, plus à des thérapeutes. D'ailleurs, je vous ai mis un livre à disposition sur mon site internet aromark.com et ce livre est gratuit en format PDF téléchargeable pour vous. Maintenant, les dosages d'huile essentielle seront doubles parce qu'on va choisir deux types d'huiles essentielles différentes. Premièrement, nous allons utiliser des huiles essentielles qui contiennent du cinnamaldéhyde, du thymol, du carvacrol, c'est-à-dire des aldéhydes aromatiques ou des phénols. Ces huiles essentielles sont très dermocaustiques, on va donc les mettre sous les pieds pour avoir les dosages nécessaires et la capacité de les mettre non dilués ou peu dilués. Heureusement, ces huiles essentielles fonctionnent très bien contre cette bactérie à dosage relativement faible. Donc le dosage sous le pied suffit. À côté de ça, nous allons devoir doubler le traitement avec des huiles essentielles d'une classe très différente, d'une classe qui va être acceptée par la peau et par le corps à des dosages massifs, des huiles essentielles principalement à alcool monoterpénique. Là, il s'agira de mettre sur la peau. Pourquoi? Déjà parce que sous le pied, le dosage sera insuffisant, ensuite parce que par la bouche, ça marche moins bien et le dosage est largement insuffisant. Il faudra mettre des dosages massifs et donc on va alterner les lieux d'application pour que la peau tolère. Parfois il faut diluer un peu, mais attention à ne pas diluer trop, sinon de nouveau la dose sera insuffisante. L'application de ces huiles va concerner 10 à 50 gouttes d'huile essentielle pure par jour, 2 fois par jour. Donc ce sont des dosages très importants. Et pour ça, il faut vraiment bien les connaître. Donc une capacité de suivi du patient, une connaissance approfondie de ces huiles essentielles et de leurs effets secondaires potentiels pour pouvoir bien les choisir. Mais si elles sont bien choisies, ces dosages sont possibles et sont nécessaires. Je sais qu'ils font très souvent hurler les pharmaciens qui reçoivent la prescription. Il faut leur expliquer que cela est nécessaire et que le traitement est maîtrisé. À côté de ces traitements, il est intéressant de savoir qu'un certain nombre de mesures d'hygiène de vie vont très fortement maximiser l'effet du traitement. Des choses qui sont en fait assez simples, comme une bonne nutrition, une bonne qualité et rythmicité du sommeil, et puis une bonne, entre guillemets, propreté du corps, c'est-à-dire l'utilisation de cures sur les émonctoires. Et puis à côté de ça encore, le facteur de l'immunostimulation sera très important. Donc la thérapie est très large. Médecine occidentale moderne importante pour un suivi, un diagnostic, des antibiothérapies efficaces. Méthode naturelle sur toute l'hygiène de vie du patient. Et puis un traitement aromatique qui est incisif et massif selon le cas de figure dans lequel on est. Avec ces stratégies, comme je vous l'ai dit, on arrive parfois à des résultats magnifiques. Ils sont à faire, cette maladie est une horreur. Donc je vous souhaite de pouvoir maximiser vos traitements chez vos patients, si c'est vous-même, de choisir un thérapeute et de l'orienter vers une efficacité chez vous et de ne pas avoir peur de l'efficacité de ces traitements. Surtout pendant un moment crucial. Lors de borréliose chronique, le traitement va tuer les bactéries. En tuant les bactéries vont éclater. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont libérer leurs toxines. Donc en fait, le patient vit le pire de sa maladie au moment où le traitement est efficace. On appelle ça les réactions de Herxheimer. Maintenant, en général, quand on donne un traitement et qu'il est mal ressenti par le patient, ça donne envie de l'arrêter. Ici, il faut juger à chaque fois si ces symptômes sont les symptômes habituels et classiques du patient de cette maladie. Il faut insister et continuer le traitement et traverser cette mauvaise phase. Parce que c'est à ce moment-là que le traitement est en train d'être efficace. Parce qu'il tue grâce à un bon choix de thérapie et parce que les bactéries sont accessibles à ce moment-là dans le sang. Souvenez-vous, nous avions parlé dans une autre vidéo de ces vagues pendant lesquelles les bactéries sont disponibles au traitement. Si on n'insiste pas pendant ce moment, on laisse les bactéries se reproduire
se multiplier et donc la maladie perdurer et s'aggraver. Donc c'est un traitement difficile, technique à mener, autant pour le patient que pour le thérapeute. Donc il faut un bon suivi, un bon choix d'huile. Je vous souhaite que tout se passe bien. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres de la série. Nous en avons fait également d'autres sur les huiles essentielles et différentes thérapeutiques sur aromark.com et puis sur la chaîne YouTube. Bonne journée.